Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans ce numéro de Mac 3V, découvrez une soupe aux moules et tout de suite 4 légendes avec Raymond Fischer, suivi de sa conclusion tant attendue concernant les rochers des Vosges du Nord. Pour la deuxième fois, nous ouvrons les portes de l'univers des rochers pour entrer dans le royaume de l'imaginaire, les légendes. Près de Dambar se dressent 2 tours qui sont particulièrement pittoresques, dont l'une s'appelle la femme et un peu plus loin l'homme. Alors ces noms qui semblent avoir comme origine des relations conjugales entre ces 2 rochers ne sont peut-être pas dus au hasard. Selon la légende, la crête du Modenberg était habitée par un couple de géants. C'était sans doute un très vieux couple, car ils se chamaillaient très souvent. Ils passaient le plus clair de leur temps à déambuler sur le dallage qu'ils avaient installé sur la crête de ce Modenberg. Se lançaient des injures, des mots orduriers. Et puis, évidemment, à un moment ou un autre, on passe par la vaisselle. Quand il n'y avait plus de vaisselle, eh bien, ils arrachaient des roches de ce dallage et se les balançaient. Et il arrivait assez souvent que ces roches dégringolent la pente, qui est ici assez raide, et pourrissent l'existence des gens qui habitaient aux alentours. Alors, au bout d'un certain moment, ces gens en avaient vraiment assez. Ils se sont adressés à Dieu pour lui demander de faire en sorte que ces chamailleries et ces problèmes s'arrêtent. Eh bien, Dieu est intervenu. Les géants, oh, stop, on va arrêter, on va se tenir tranquille. Ça n'a pas duré bien longtemps et très rapidement les disputes ont recommencé. Alors Dieu aussi, il en avait assez. Et pour punir les géants, eh ben, il les a tout simplement transformés en roches. C'est pour cela qu'on a ici le rocher de la femme et un peu plus loin, celui de l'homme. En bordure d'Obersteinbach se trouvent plusieurs falaises qui impressionnent par leur hauteur. Nous nous trouvons sur l'une d'entre elles qui s'appelle le Wolfsfels. On devrait plutôt l'appeler The Wolfsfelsen, au moins le pluriel, c'est-à-dire le rocher des loups, comme nous l'apprend la légende. Il y a très longtemps, une meute de loups causait d'énormes ravages dans la vallée. Et cela durait depuis des années. Pièges, appâts empoisonnés, rien n'y fit, pas plus que prière ou invocation de saints. Il arriva qu'un jour, il ne resta plus qu'une seule brebis et un seul bélier dans la vallée. Les loups, depuis longtemps déjà, avaient dévoré d'autres animaux domestiques, et cela aussi se faisait rare, à tel point que toute viande viendrait à manquer au repas. Un matin, on vit un voyageur traverser le village à pied, et il marchait à grand-peine. Arrivé devant l'église, il s'écroula à bout de force. Visiblement, il n'avait plus mangé depuis longtemps, et un bon repas pourrait peut-être le remettre sur pied. Mais lorsqu'on lui posait la question, il soupira.
Le seul mec qui lui conviendrait, c'est un gigot. 2 moutons. Cruel dilemme pour les villageois, pour lesquels la perte de l'un des 2 derniers moutons enlèverait bien sûr tout espoir de reconstituer le troupeau. Plus de brebis ou plus de moutons. Par ailleurs, il leur était impossible de laisser mourir ce pauvre étranger. Alors, tant pis pour le bélier ou tant pis pour la brebis. À peine restauré, voilà que notre voyageur s'est refait une santé avec une rapidité surprenante et de proposer aux villageois de les débarrasser de ces vilains loups, s'ils voulaient bien lui donner les restes du mouton. Au point où ils en étaient, ces villageois, que risquaient-ils? Alors, marché conclu. Le voyageur emmena la carcasse sur la grande falaise promontoire où nous nous trouvons donc actuellement et la déposa juste sur la bordure. Il disparut d'un seul coup, alléché par une proie qui leur manquait depuis pas mal de temps déjà. Bientôt tous les loups de la meute étaient là, à dévorer les restes du mouton avec voracité. Alors le ciel s'obscurcit soudainement, un énorme coup de tonnerre glaça d'effroi toute la vallée. Quelque temps après, on imagine bien qu'ils n'étaient pas pressés de voir ce qui s'y était passé. Lorsque les villageois s'approchèrent de la falaise, ils virent que la partie avant du rocher s'était détachée, entraînant dans sa chute tous les loups, dont pas un seul n'avait survécu. Et c'est pour cela aussi que le rocher s'appelle de Opgerutschtfels, ce qui veut dire le rocher qui s'est effondré. Au tout début de l'occupation de la région par les moines de Sturzelbronn, donc comme chacun sait, ont créé l'abbaye en 1135, l'un des moines n'était pas sûr de sa vocation. Il cherchait un moyen pour se mettre à l'épreuve. Et un jour, alors qu'il faisait du bois ici dans ce secteur où la forêt est très dense, il découvrit cet abri où nous nous trouvons actuellement. Mais à l'époque, il n'était pas du tout identique à l'aspect qu'il a maintenant de nos jours. Il formait une grotte avec une ouverture plus grande, à peine plus grande donc qu'une porte. Un gîte parfait, se dit-il, pour un ermite. Mais en s'approchant, quelle ne fut pas sa surprise en voyant que l'endroit était déjà occupé. Et qui plus est, en plus pour un moine, par une jeune fille d'une très très grande beauté. Sans doute une dame blanche, probablement. Puisque en ces lieux, à l'époque du mois, elles étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui. Elle lui expliqua qu'elle attendait là tous les soirs le retour de son chevalier, servant parti guerroyer on ne sait où, et que tous deux avaient choisi ce lieu car leur liaison devait rester secrète. Mais elle ne s'opposait pas à l'occupation de la grotte par le moine, sauf durant l'heure précédant le coucher du soleil. On comprend bien que son amoureux aurait mal vu la présence d'un autre homme à un endroit qu'il avait choisi pour être seul avec son amoureuse. Accord conclu. Et à partir de ce jour, le moine ermite prit le nom d'Abraham. Oui, pourquoi le nom d'Abraham? Parce que lui aussi avait été mis à l'épreuve. Un soir éclata un violent orage. Abraham essaya bien de chercher un abri dans la forêt pour respecter l'arrangement. Mais finalement, il ne trouva d'autre recours que de se réfugier dans la grotte. Et puis, le soleil s'était peut-être déjà couché. Alors, au moment même où il passait par la porte, il y eut un grondement de tonnerre si fort que toute la partie avant de la grotte s'écroula sur le malheureux ermite, qui d'ailleurs, d'après la légende toujours, serait toujours enterré à cet endroit. Mais personne n'a jamais osé y aller pour vérifier que, effectivement, cette silhouette gracieuse hante les lieux par ces soirs d'orage. Et on les comprend. Qu'est-ce que c'est qu'une dame blanche? Dans les Vosges, dans toutes les Vosges du nord au sud, on voit beaucoup de lieux qui portent des noms de fées ou de dames blanches.
la Roche des Fées à Ciré-sur-Vezouze. Enfin, il y a d'innombrables lieux dans les Vosges où les fées ont laissé des traces de leur passage. Alors pourquoi, comment Alors on trouve ces roches des fées dans des lieux remarquables généralement par leur beauté, par leur altitude aussi, ou là où il y a des pierres à bassin, ou des rochers particulièrement beaux, ou des lieux d'énergie, des lieux dits d'énergie. Alors pourquoi? On peut se demander pourquoi on en trouve autant. Parce que je pense que c'est une illustration de la déesse mère des païens, selon les légendes païennes, ou alors des Celtes, avec les druides, ou alors quand les grandes prêtresses ou les druides officiaient sur des rochers. Ça a peut-être laissé un souvenir dans l'imaginaire collectif. Ou alors dans les châteaux, peut-être s'agissait-il de châtelaines pour lesquelles se sont entretués de preux chevaliers et dont le fantôme erre dans les ruines. Enfin, ça fait toujours extrêmement rêver et ça plaît énormément. Et alors que faisaient les fées? Quel était le travail de ces fées et pourquoi est-ce qu'on s'en souvient aussi bien? Paraît-il, elles étaient gardiennes de sources, par exemple. Les sources étaient sacrées chez les Romains, et sans doute de la plus haute antiquité. Donc elles sont les gardiennes des sources. Et puis à ce moment-là, on les associera à la vouivre. Ce sera des dames vertes et non plus des dames blanches. Elles représenteront les forces telluriques. Si vous allez vous promener dans les Vosges, vous n'échapperez pas à la rencontre des fées ou à leur influence. Elles ne sont pas forcément habillées de blanc comme on peut se l'imaginer, mais elles se transforment parfois en grenouille ou en chevreuil ou peut-être en lynx ou en vieille femme qui passe et qui va vous parler. S'il vous arrive des choses un peu inexplicables, eh bien, ne cherchez pas, ce sera les fées qui seront passées par là. Après 11 émissions passées dans le monde des rochers et du grès en général, il nous paraît quand même nécessaire d'y apporter ne serait-ce qu'une conclusion. Mais une conclusion, disons, tournée vers l'avenir. Ou alors, comme nous sommes dans la période des vœux, essayons d'en formuler un et ce sera le suivant. Respectons, préservons ce patrimoine précieux que sont les rochers dans notre région des Vosges du Nord. Que ce soit les rochers eux-mêmes, en tant que généralité, une entité extraordinaire, ou bien alors tout ce qui se rapporte aux rochers, les cupules, les polissoirs, les traces d'occupation, peut-être aussi ce qui a été fait avec le grès des Vosges du Nord. Nous avons parlé des bornes, entre autres, les bornes historiques évidemment. Eh bien, tout ce patrimoine, il faut que nous le conservions en l'état tel qu'il est pour nous, si nous en sommes encore capables, et pour ceux qui vont nous suivre, pour leur laisser un héritage qui vaille la peine que la vie soit vécue dans notre région aussi. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui s'intitule soupe de moules au safran. Pour cette recette, il me faut donc des moules. Alors sur une base de 4 personnes, je prends 2 litres de moules, du vin blanc pour la cuisson qui représente à peu près un demi-litre, de la crème, de l'ail, un oignon, des échalotes, du sel et du safran. Bon, le safran, moi j'utilise des pistils. Alors le pistil c'est très cher, il faut savoir que le kilo de pistil vaut entre 1500 et 1800 €. Alors il faut savoir que le pistil provient de la fleur qui s'appelle le crocus. On va commencer à cuire les moules. Alors je vais commencer à hacher mes oignons. Je vais prendre un demi-oignon, ça va suffire. Une échalote. C'est une recette qui est très simple à réaliser.
qui peut se préparer la veille. Ensuite mon ail, je vais l'écraser. J'ai utilisé mes 5 gousses. Et je vais préhacher le tout. Le tout est haché. Maintenant, je vais mettre en cuisson mes moules. Pour cela, il me faut le beurre et mon mélange. Donc on va mettre un petit peu de beurre. On va le laisser fondre. Je vais rajouter mes oignons et on va laisser suer le tout sans coloration. Mon mélange d'oignons est sué. Je vais rajouter les moules. Je vais remuer le tout. Et on va y rajouter le vin blanc. Maintenant, je vais cuire le tout à couvert pendant 5 à 7 minutes environ. Et de temps en temps, vous remuez un peu vos moules, comme elles ne sont pas entièrement dans la cuisson, dans le vin blanc. Voilà, nos moules sont cuites, on va les débarrasser. On va les laisser refroidir pendant 5 minutes. Pendant ce temps que les moules vont refroidir, je vais préparer la soupe. Donc on va passer notre jus de cuisson. Voilà. Et j'ai récupéré un tout petit peu de ce jus pour pouvoir faire chauffer nos moules après. Et on va encore laisser un petit peu réduire ce jus pour pouvoir le terminer ensuite. Donc je vais décortiquer mes moules et les mettre dans le jus de cuisson pour pouvoir les réchauffer. Voilà, mes moules sont décortiqués. Maintenant, nous allons terminer la soupe. On va les garder de côté et on va pouvoir après remettre un coup de chou. Je vais rajouter le pistil de safran. Alors là, je vais en mettre à peu près 1 gramme. Ça va se dissoudre et tout de suite, ça va donner ces petites couleurs jaunes. Mais bon, si vous ne trouvez pas du pistil, hein, vous pouvez trouver des petits pots de safran qui se trouvent en supermarché, qui donne un très bon goût aussi. Donc je vais rajouter la crème. Et je vais mélanger le tout. Donc maintenant il faut laisser réduire. Pas trop consistance sauce parce qu'il faut quand même que ce soit une soupe. Hein. Ma soupe a assez réduit. On va la goûter. Assaisonner s'il faut. Mon sel, j'en voudrais vraiment un petit peu. Et un coup de moulin à poivre. Je vais réchauffer les moules. J'ai terminé ma soupe, je vais la monter un peu au beurre. Bon, ça après c'est un choix. Si on veut qu'elle soit riche ou pas, je rajoute à peu près 30 g de beurre. Un petit morceau. Ça va lui donner une belle texture onctueuse. La soupe est prête. Alors ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de la remettre sur le feu une fois que le beurre est mis dedans. Sinon elle risque de vous trancher. On va prendre nos assiettes. Je vais garnir le fond d'assiette avec mes moules. Alors, on va mettre quelques moules au fond de l'assiette. On va rajouter la soupe.
Et pour garnir votre assiette, vous pouvez prendre 2-3 pistils de safran que vous pouvez mettre sur la soupe. Et également autour de l'assiette, je vais rajouter un peu de curry pour donner de la couleur à l'assiette. Notre soupe est enfin terminée, elle est prête à être dégustée. Je vous souhaite bonne réussite et bon appétit. À bientôt. Mac 3V vous a été présenté par Intermarché Reichshoffen, une équipe à votre service tous les jours qui vous souhaite Joyeux